Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour une séance passionnante autour du sacré, de la religion et de l'IA. Donc un thème qu'on n'avait pas du tout abordé encore en profondeur dans le cadre de ce séminaire. Et j'ai pour ça le plaisir d'accueillir ce soir Michaela Tudor, qui est professeure des universités à l'université Montpellier Paul Valéry, et spécialiste notamment de la transformation du religieux par la technologie. Vous verrez que le professeur Tudor a travaillé sur ce sujet depuis de longues années. Et à ma gauche, Arnaud Miranda, qui est docteur en théorie politique. Et félicitations, puisque c'est depuis quelques semaines, quelques mois, je crois, et l'auteur d'un ouvrage très remarqué qui s'appelle « Les Lumières sombres » sur la pensée néo-réactionnaire et comprendre la pensée néo-réactionnaire dont on parlera aussi en détail et on verra à quel point ce sujet est d'actualité. Avant d'entamer les discussions de fond, peut-être 3 questions et vote à main levée. On s'entraîne pour dimanche. Des questions très simples. Mais déjà, qui parmi vous a déjà été exposé à du prosélytisme religieux en ligne? Typiquement sur les réseaux sociaux, typiquement ce qu'on peut voir malgré soi, hein, qui nous est promu par les algorithmes. Donc moi je lèverai volontiers la main aussi, puisque ça m'est arrivé assez régulièrement. D'accord, très bien, donc on est quand même plutôt sur une petite minorité. Après, c'est des questions de connaissances d'individus dont on va parler. Qui, dans la salle, a entendu parler, même vaguement, de Peter Thiel? Ah, ça, c'est les fans d'Arnaud Miranda qui sont en présent, bien nombreux. Et dernière question, qui parmi vous a entendu parler de Călin Georgescu? Allez. Je vérifie que les étudiants de mon cours, donc j'ai mentionné, sont bien. Ouais, c'est vrai, on lève bien la main. C'est très bien. Donc merci beaucoup. Vous allez voir qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, je me tourne vers vous, Michaela Tudor. Donc je le disais, vous avez fait partie vous travaillez sur ces sujets en fait depuis longtemps. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est comment la dimension numérique et technologique transforme le rapport au religieux, et c'est peut-être de façon très ouverte sur cet élément que je voulais vous lancer, en fait, sur quoi avez-vous travaillé et quels sont les éléments clés de votre travail qui va nous permettre de cadrer les échanges de la soirée. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation à cette soirée qui aborde une thématique effectivement très à la une, on peut dire, sur un sujet qui m'est très cher. Je travaille depuis plusieurs années, on peut dire une dizaine d'années sur cette question de la médiatisation de la religion et du sacré, et notamment, bien évidemment, dans le contexte de cette haute technologisation de la société. Mais avant, je souhaite me positionner un petit peu et dire un petit peu dans quelques mots d'où je parle et définir un petit peu les termes, même si ça peut sembler prétentieux, il ne s'agira pas des définitions scolastiques qu'on fait en cours, mais pour expliquer, parce qu'on utilise technologie et médias comme si c'est quelque chose qui est différent. En réalité, aujourd'hui, les médias et la technologie digitale, technologie numérique, font partie du même écosystème qu'on appelle écosystème médiatique. Écosystème médiatique qui comprend les médias classiques qu'on connaît, c'est-à-dire la presse écrite, qui est écrite aujourd'hui sur
forme dématérialisée aussi. Il y a la version écrite, mais aussi la forme dématérialisée de la presse. Donc, la presse écrite, la radio et la télévision. Donc, ça fait partie de l'écosystème médiatique qui se décline aujourd'hui sur des supports dématérialisés, c'est-à-dire des supports digitaux ou numériques. Moi, je préfère le terme digital, même si ça peut sembler un anglicisme, mais c'est un terme beaucoup plus adapté aux évolutions technologiques et beaucoup plus adapté à ce qui est derrière, du point de vue technique, derrière cette technologie. Ensuite, cet écosystème médiatique, il est complété aussi par les nouveaux médias. On les appelle, selon une terminologie qui est plutôt politique, lancée par l'Union européenne pour nous aider dans ce vocabulaire assez sauvage maintenant qu'on ne maîtrise pas trop, des technologies émergentes, c'est-à-dire les réseaux sociaux numériques, les médias sociaux numériques, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est Facebook, TikTok, Insta, plateforme YouTube, streaming ou autre. Ensuite, les moteurs de recherche aussi que vous utilisez, Google, Safari, Firefox, etc. Et également ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que toutes ces technologies qui sont devenus classiques, Facebook, YouTube, etc., utilisent de l'IA, mais une IA qu'on appelle faible ou étroite, qui n'est pas si intelligente que cette IA forte, générative, conversationnelle, qu'on utilise aujourd'hui à travers notamment le célèbre ChatGPT. Donc tout ça constitue cet écosystème médiatique. Donc lorsqu'on va parler de médias et de médiatisation du sacré, de la religion, dans le contexte de l'intelligence artificielle, de la révolution technologique, on va parler de tout ce système multimédia qui englobe tout ça, y compris les médias classiques. Donc, on ne va pas les laisser de côté parce qu'eux aussi, elles fonctionnent aujourd'hui avec toutes ces technologies. Donc, ma préoccupation principale, c'est de voir comment la religion est circulée par les médias et ensuite, est-ce que tout cet écosystème médiatique transforme ou pas la religion et bien évidemment le sacré. Et aujourd'hui, on vit trop rapidement et peut-être on regarde moins dans le passé. Et si on regarde dans le passé, on voit que la religion a été toujours confrontée à des crises médiatiques. Avec l'apparition de l'alphabet, ensuite avec l'apparition de l'imprimerie. Bon, je ne vais pas faire l'histoire, je ne vais pas entrer dans les conséquences de ce qu'on appelle la galaxie Gutenberg. Vous pouvez, bien évidemment, je suis certaine que dans la salle, il y a des intérêts, il y a des personnes qui connaissent bien cette histoire, d'autres qui peuvent la découvrir. Ensuite, troisième crise, c'est la période de l'apparition des médias de masse, la presse écrite, la radio et la télé, et puis la quatrième crise, de la quatrième confrontation, si vous voulez, de la religion avec la technologie, cette confrontation avec la technologie digitale et cet écosystème complexe créé par l'essor du numérique, par cette quatrième révolution industrielle. Donc, on voit que ce n'est pas nouveau. Donc, quelle est la réaction de ces crises, de cette confrontation religion-média? C'est qu'à chaque fois, dans l'histoire, il y a eu des transformations. Mais aujourd'hui, ces transformations sont beaucoup plus intéressantes parce que sont très, très rapides. On n'a pas le temps d'avoir du recul pour les expliquer. Mais en même temps, pose un problème à ce qu'on appelle l'institution religieuse. Et c'est ça le grand enjeu parce que en fait participe de la crise des institutions.
Et ça, c'est le premier problème, que cette confrontation avec les médias n'a pas donné par le passé. Donc, la religion commence plus fortement aujourd'hui à participer de ce qu'on appelle un phénomène de médiatisation, c'est-à-dire d'être imprégné par des logiques médiatiques. D'abord parce que les médias produisent du sacré, eux-mêmes sont devenus une sorte de ce que devrait appeler les médias, ils les appelaient comme des producteurs de vérité, comme des dépositaires de la vérité, de la réalité, une sorte de clergé cathodique, parce qu'à l'époque c'était la télévision, parce que ces médias produisent du sacré, on verra comment, non seulement parce qu'elles véhiculent le religieux, mais ils construisent par exemple des figures d'autorité religieuse, des figures prophétiques, que ce soit des politiques par exemple, ou dans le cadre de l'actualité, on est dans les médias médiatisent des conflits, et dans ce cadre il y a des héros, il y a des protagonistes qui sont soit dans le camp du bien, soit dans le camp du mal, c'est des narratifs. Bon, c'est un terme qu'on utilise qui relève, qui sont investis de ces caractéristiques qui relèvent du monde du sacré, du monde du religieux. Ensuite, ces médias font aussi ce qu'on appelle la hybridation des différents champs, notamment du champ du politique et du champ du religieux, et on aura l'occasion de développer ça lorsqu'on va parler des différents exemples ou situations actuelles. Donc on peut dire que les médias transforment le sacré, l'écosystème médiatique le transforme en ce qui concerne la production de nouvelles formes de sacré, en ce qui concerne la production de nouvelles formes d'autorité dans les différents champs de la réalité, que ce soit économique, politique ou autre. On a des figures qui sauvent l'humanité de la pauvreté, donc ce sont des traits qui relèvent du domaine du sacré. Et bien évidemment, aussi dans un domaine qui relève plutôt de ce lieu où on est, spectacularise aussi le sacré et la religion. C'est une autre manière de faire à travers, par exemple, les figures des influenceurs, prêtres ou autres, tiktokables ou tiktokers qui deviennent de vraies personnalités des réseaux. Merci beaucoup. Une relance avant de me tourner vers Arnaud, une relance rapide. On voit ces parallèles historiques qui sont très intéressants, et effectivement on ne peut pas rentrer dans le détail de la révolution de l'imprimerie et de son impact sur la dimension religieuse, mais quand même quand on lit Denis Crouzet par exemple, les guerriers de Dieu, on voit bien que au moment des guerres de religion, les pensées simples, rapides, à travers les almanachs, à travers un certain nombre d'individus qui placardaient des phrases très courtes, qui faisaient parfois pas plus de 120 caractères, c'est-à-dire la taille d'un tweet, incitant à la haine, propageant de la désinformation, prenant en fait des formes très très contemporaines que celles qu'on va retrouver aujourd'hui sur les supports numériques et dont on pense qu'elles sont très nouvelles. Il montrait que ça avait été non seulement au cœur des guerres de religion, mais aussi du formatage de la haine. Et donc, de ce point de vue-là, il y aurait tout un tas de parallèles avec une grammaire commune, notamment une grammaire visuelle commune. Ma question, c'est malgré tout, dans ces 30 dernières années que nous avons vécues, il y a un concentré de transformations qui, à l'échelle, sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a vécu avec l'imprimerie ou la révolution industrielle et donc les médias de masse. Par exemple, il a fallu 150 ans pour la presse pour se diffuser à travers, on va dire, pour reconstituer des masses. L'imprimerie, pardon.
là où il faut, où en 30 ans, le monde s'est entièrement numérisé. Et aujourd'hui, un modèle d'IA qui sortirait ce soir serait utilisable par le monde entier demain. Et donc, on a vraiment l'impression, et c'est ce qui perturbe aussi, je crois, et probablement que les liens avec la religiosité se font aussi là-dessus, perturbe les individus et les croyances, c'est que tout ça se produit d'un coup, à une échelle massive, de façon beaucoup plus rapide, et finalement, le cerveau humain n'a même pas le temps d'emmagasiner une révolution qu'il doit déjà subir l'autre. On n'avait pas emmagasiné le numérique, Internet, puis les réseaux sociaux, que désormais on doit gérer l'IA. Et donc ça déstructure le monde, et de là aussi le sentiment qu'on est dépassé d'une apocalypse qui, si elle n'est pas cognitive, peut être même réelle. Et donc, est-ce qu'on est dans un changement de nature du fait de cette révolution qui se propage en très peu de temps, ou est-on finalement juste sur une amplification de phénomènes anciens ? Vous avez bien posé le contexte, disons, la précaution scientifique. On n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que là, bien évidemment, on est engagé dans une discussion, dans un échange, dans un débat. Ce que je dis aujourd'hui, ce qu'on dit, ce qu'on discute aujourd'hui, peut-être demain, ça sera discutable à son tour. Pourquoi j'insiste sur cette précaution? Parce que effectivement, on est dans une impossibilité en tant que scientifique, d'avoir le temps de trouver les concepts, c'est-à-dire ces mots qui puissent nous aider à généraliser et à faire des généralisations qui soient pertinentes sur un laps de temps, disons au moins du genre moyen terme, au moins. Alors, bien évidemment, la question est comment on tranche entre les deux scénarios, c'est-à-dire l'amplification et la déstructuration. Moi, je parlerai de simplification. Et je vais vous donner un exemple. Il y a hier soir, où Donald Trump faisait une déclaration concernant la guerre, il disait que ça va finir vite. Quand on entend cette phrase, si on est diplomate, si on travaille dans le domaine de la politique qui a ces mécanismes très complexes, et surtout dans le monde de la diplomatie, ce langage frappe. Il est dur, il est très simpliste, il est très simple. Ce qu'on reproche souvent au discours de Donald Trump, c'est un discours qui justement montre quelque chose, que ce monde qui est happé par la technologie, par cette technologie impose au niveau des pratiques, au niveau des discours et au niveau des discours sur les religieux et sur le sacré, on parle de ça, une simplification, une réduction. Donc, on peut dire que la transformation se pose bien évidemment en termes d'amplification, mais en termes d'amplification dans le sens qu'on a affaire à de nouvelles religiosités séculières, on peut les appeler comme ça, l'IA prophète. Demandez à ChatGPT. Quand on dit cela, c'est une manière d'investir ChatGPT d'une autorité spirituelle, d'une autorité qui coordonne notre vie. On parlait tout à l'heure en coulisses de quelques espèces sur les langues. Voilà. Et Hugo Micheron parlait d'un travail qui est bien fait par ChatGPT et on l'investit d'une autorité. Et une autorité presque sacrée, parce que c'est comme un guide spirituel. Donc ça, c'est une simplification, mais cette simplification devient une pratique quotidienne, devient notre quotidien de vie. Donc on peut dire que oui, on a une amplification, mais en même temps, cette amplification est en même temps une destruction, mais qui se traduit par une simplification et une sorte de, comme finalement, ça relève des caractéristiques des médias, une sorte de transformation affective, donc simplification de notre vie, simplification de notre entendement, de notre rapport à la réalité, et en même temps un rapport émotionnel, du genre j'aime ou j'aime pas.
Ce qui, par la suite, peut-être on va enchaîner avec mon collègue de plateau, qui va expliquer beaucoup de dérives néo-réactionnaires et autres, voilà, qu'on accueille et on se laisse happer justement à cause de cela. Donc, on amplifie, on déstabilise, mais par la simplification et par l'affect, la sollicitation de l'affect. Donc notre raisonnement, ce qu'on appelle cette littératie, éducation aux médias, éducation à l'IA, etc., qui ne joue plus son rôle parce que ça ne fait plus partie de cette équation. On va revenir sur cela. C'est toute la question de la destruction du sens aussi, qui est presque l'inverse d'ailleurs de la fonction religieuse historiquement, qui est justement d'ouvrir sur le sens. Là, il y a amplification, simplification et donc destruction du sens profond. Parce que le sacré, il n'habite plus, il n'est plus construit seulement par l'institution religieuse. Le sacré, il est co-construit. Il est co-construit principalement par 3 instances. C'est ce que j'ai pu découvrir dans mes recherches. Arnaud. Exactement. Oui, oui. Justement, je lui passe tout de suite le flambeau. Par l'institution religieuse, il est construit par les médias. Il est construit, ou cet écosystème médiatique avec l'IA, et il est construit aussi par l'instance politique, par le domaine politique. Là, c'est effectivement entre Trump, les concepts de moyen terme et du moment qui nous met... Je crois que c'est le travail quand même que vous avez fait, Arnaud, dans cet ouvrage très remarqué et pour d'excellentes raisons, parce qu'il est excellent. Les lumières noires, qu'est-ce que c'est, Arnaud? Et la pensée néo-réactionnaire, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, peut-être pour préciser un peu d'où je parle aussi, parce que c'est vrai que c'est une bonne chose de le dire, je ne suis pas du tout arrivé à ces questions-là par l'étude des médias et de la communication, mais plutôt par l'histoire des idées politiques, un peu, disons... alors, c'est pas autant très long hein, pour les historiens, mais relativement long, c'est-à-dire l'étude qui était le fondement de ma thèse, c'est-à-dire l'étude de l'imaginaire de la décadence au cours du XXe siècle. Et donc finalement, j'ai été assez étranger dans mes méthodes à l'analyse, ce qu'on pourrait appeler l'espace numérique ou digital, mais j'ai été forcé de m'en occuper, puisque, disons, l'une des versions les plus contemporaines de l'imaginaire de la décadence que j'avais identifiée, une de ces versions les plus vivaces, c'est une constellation intellectuelle qui est née aux États-Unis à la fin des années 2000, et donc qui s'appelle elle-même néo-réaction, ou Dark Enlightenment, donc lumière sombre, et que j'appelle aussi néo-réaction, j'expliquerai peut-être pourquoi je reprends le terme, mais qui a la grande particularité, et qui est surprenante pour un historien des idées politiques que je suis, c'est-à-dire que c'est une pensée qui ne s'est pas élaborée de manière canonique, c'est-à-dire autour d'un corpus, dans un cadre intellectuel et universitaire, alors qui n'est pas évidemment de tout temps, mais qui est, disons, le cadre dans lequel s'élaborent les doctrines politiques modernes, et en particulier contemporaines, surtout au XXe siècle. Donc il y a une forme d'étrangeté avec ce courant, qui est un courant réactionnaire, et qui, donc cette étrangeté, c'est que cette pensée s'élabore en ligne à travers des auteurs qui sont des auteurs de blogs, qui pour la plupart sont des auteurs de blogs sous pseudonyme, et qui élaborent leur doctrine non pas autour d'un corpus central avec un auteur distinctif, même s'il y a évidemment des auteurs qui sont considérés comme majeurs, mais dans une forme de décentralisation et d'horizontalité, d'intertextualité, c'est-à-dire d'échanges constants, quasi immédiats, en tout cas très, très, très restreints dans le temps, de ces différents blogueurs. Et en particulier, cette pensée donc, qui naît à la fin des années 2000 se structure autour des années 2012-2013 en quelques jours quasiment, parce qu'il y a une forme de concentration après la publication d'une série d'articles par un auteur qui s'appelle Nick Land, qui est l'un des principaux intellectuels de cette constellation. Et, britannique. Britannique, mais qui va... Bon, voilà, c'est une exception au sein de cette constellation qui est principalement américaine, qui va susciter une forme de ce qu'il appelle lui une explosion cambrienne, donc pour faire le parallèle avec l'apparition de la vie, puisque émerge à ce moment-là, en réaction à la publication de son texte, une forme de multiplicité de blogs qui vont interagir, créer des infographies, des diagrammes, des bibliographies, et donc c'est une doctrine qui a la particularité et qui
qui est singulière, encore une fois, sur les types des idées politiques, de s'élaborer de manière décentralisée et dans une forme d'intertextualité immédiate. Ça, c'est quelque chose de particulier. Donc peut-être pour revenir sur la définition de la pensée néo-réactionnaire. Donc pourquoi néo-réactionnaire? C'est une pensée qui s'inscrit dans la tradition réactionnaire. Donc la tradition réactionnaire, c'est une pensée de droite qui entend reconstituer un ordre traditionnel légitime qui est considéré comme perdu et indéfendable dans un cadre démocratique. En ce sens-là, je différencie la pensée réactionnaire de la pensée conservatrice, qui est une pensée aussi de l'ordre légitime, mais qui considère qu'on peut défendre un certain nombre de valeurs morales et religieuses dans le cadre démocratique. La pensée réactionnaire veut en finir avec la démocratie. Donc là, le cœur de la pensée néo-réactionnaire, c'est d'en finir avec la démocratie libérale. La démocratie fait partie du problème. C'est même, au niveau politique, le principal problème, puisqu'elle est considérée comme inefficace et dépensière, corrompue, etc. Il y a, disons, 3 caractéristiques réactionnaires que reprennent les auteurs de cette constellation des Lumières sombres. Premièrement, la dimension qu'il existe des hiérarchies naturelles entre les hommes et les femmes et que ces hiérarchies doivent être répercutées dans l'ordre social. Donc il faut organiser la société de manière à ce que les hauts QI, c'est le critère qu'ils prennent pour la plupart, soient à la tête de l'organisation sociale et gèrent en ingénieur le corps social. La deuxième caractéristique, c'est une forme de pessimisme anthropologique, c'est-à-dire l'idée que les hommes sont conduit à une forme il y a une forme d'irréductibilité du conflit interindividuel et donc il faut une autorité non seulement forte mais absolue pour gérer le conflit et assurer une forme de sécurité. Et la troisième caractéristique réactionnaire, c'est la détestation absolue de la démocratie qui est considérée comme inefficace. Et donc la grande proposition de ces auteurs, c'est de remplacer la démocratie par une forme d'État-entreprise qui serait gérée comme une forme, enfin qui serait gérée comme ce qu'ils considère comme une forme de monarchie d'un nouveau genre, donc dirigé par un PDG roi, comme le dit Curtis Yarvin, qui est la deuxième figure importante de cette constellation. Mais là où ça devient, à mon sens, intéressant au regard de ce que l'on a commencé à dire, c'est qu'il y a 2 autres caractéristiques qui justifient le préfixe néo que j'accole, que je reprends des auteurs, mais que j'accole à la dimension réactionnaire. C'est d'une part une tradition, un héritage libertarien qui est spécifique au contexte américain, en tout cas qu'il l'était au moment où s'est élaborée cette pensée. Donc l'idée qu'il faut remplacer l'idée d'une citoyenneté politique par un rapport de client à service dans le cadre de l'État qui cesse d'être État pour devenir une entreprise. Et surtout, la deuxième caractéristique qui justifie le préfixe néo, et là c'est intéressant, c'est une forme de techno-optimisme qui, dans la plupart des cas, se transforme en accélérationnisme technologique. Et ça va avec, donc, non seulement l'idée d'une singularité technologique, c'est-à-dire une forme de solutionnisme fondé sur le développement du capitalisme numérique et des outils d'intelligence artificielle. Donc, pour le traduire, ce que je viens de dire, une IA générale qui organiserait la société de manière beaucoup plus efficace que le pouvoir politique. Et il y a une forme également on va dire comment on pourrait dire ça, d'éléments religieux dans cet accélérationnisme chez un certain nombre d'acteurs, et notamment l'idée que cette intelligence artificielle générale peut être lue de manière religieuse et doit être interprétée comme dans un cadre quasi théologique. Et donc il y a une forme d'hybridation étrange, sur laquelle on reviendra peut-être, mais entre un accélérationnisme technologique qu'on pourrait s'imaginer être complètement athée, mais qui en fait prend des formes religieuses chez un certain nombre d'auteurs. Et juste pour finir sur le rapport au Trumpisme, c'est un point très important pour lequel je me suis intéressé à cette constellation néo-réactionnaire. C'est parce qu'il y a un phénomène quand même très particulier qu'on a vécu avec le début du 2e mandat Trump, qui aujourd'hui nous paraît évident, mais qui ne l'était pas il y a 5 ans. C'est la coalition contre nature, j'ai presque envie de dire, entre la droite tech et les conservateurs religieux. Et le propre de la néo-réaction, c'est de fournir une grammaire idéologique qui justifie cette alliance. Et l'un des acteurs dont la plupart des gens ici connaissaient le nom, et je pense que c'est important de rappeler son rôle de promoteur de cette pensée néo-réactionnaire, a une fonction, c'est de traduire
de manière quasi obsessionnelle le langage de l'accélérationnisme technologique dans des termes qui sont théologiques. Donc il élabore, et on y reviendra peut-être, Peter Thiel, pardon, j'ai oublié de prononcer son nom, mais il s'accapare la question théologique qu'à des fins de traduction d'un langage qui a priori n'est pas compatible avec une forme de conservatisme religieux. Donc voilà, les Lumières sombres, c'est à la fois une constellation, très conjoncturelle, très ancrée dans un milieu numérique réapproprié par des élites trumpistes, mais qui est aussi le corollaire, je ne dirais pas la cause, mais qui est le symptôme ou le corollaire de cet étrange alliage qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire le capitalisme numérique de la Silicon Valley avec un conservatisme religieux, alors que ça paraissait être des courants complètement opposés. Et une dimension clé qui est l'utopie. En fait, c'est là où s'invite la dimension quasiment religieuse, c'est qu'il y a une utopie globale, donc tantôt donnée à l'IA, et quand c'est pas l'IA qui pourra organiser magnifiquement le monde, ça peut être aussi le religieux qui peut justifier des inégalités de principe, etc. Et donc, on a aussi quelque chose qui est profondément numérique là-dedans, dans le sens où elle n'aurait probablement jamais émergé en dehors d'Internet. C'est qu'on a une culture du trolling, c'est-à-dire de ces communautés qui harcèlent en ligne d'autres communautés, mais qui ont ici généré des idées au point de transcender, de devenir un mouvement. C'est bien ça? Oui, c'est ça la particularité de cette production numérique des idées néo-réactionnaires, c'est que il y a eu évidemment, ça aurait pu échouer, mais la ligne de force de cette constellation, c'est qu'elle a su utiliser ce qu'on pourrait presque appeler une forme de contre-culture numérique, ou en tout cas de culture, de pop culture, de culture internet avec l'usage de mèmes, etc. Et à penser la production théorique constamment dans un souci d'entremêlement avec ces éléments de la culture Internet. Donc notamment, je vais donner des exemples pour que ce soit plus concret, mais Curtis Yarvin, qui est donc, on va dire, le premier idéologue de cette constellation, a des textes, ouvre son blog avec des textes qui sont à vocation théorique, mais s'empresse immédiatement après ces premiers textes de traduire son contenu théorique dans une forme qu'on pourrait presque qualifier de mémétique, en tout cas utiliser des métaphores qui sont compatibles avec la culture Internet. Et notamment, il va reprendre la métaphore qui a ensuite beaucoup circulé de la pilule rouge de Matrix, en disant, en adaptant sa critique de la démocratie à cette métaphore, en disant il faut se désintoxiquer de la démocratie qui nous entretient dans une forme d'illusion. Et donc la pilule rouge dans Matrix, c'est le moment où on sort de l'illusion pour découvrir la réalité brute telle qu'elle est. Et donc il va thématiser sa critique théorique de la démocratie dans une forme mémétique. Pareil avec la question de la critique de l'université et des médias, qu'il va renommer entièrement sous le terme de cathédrale, et cet élément culturel va circuler indépendamment de sa production doctrinale. Et ça, c'est quelque chose de très particulier et qui a été d'ailleurs conçu stratégiquement, c'est-à-dire qu'ils ont des textes stratégiques où ils disent il faut qu'on fasse un usage stratégique des mèmes et des éléments culturels parce qu'ils ont une capacité de viralité et de diffusion sur Internet très importante. Et voilà, il y a une articulation très spécifique entre production doctrinale, production théorique et utilisation des codes Internet, même si code Internet, c'est un petit peu large comme appellation. On reviendra sur donc la dimension idéologique, on sent, et peut-être une question, si on a le temps tout à l'heure, sur la dimension, est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est à proprement parler une idéologie qui est là pour détruire, au contraire, les cadres intellectuels qui soutiennent les démocraties? Avant de réattaquer ça, je me tourne à nouveau vers vous, Michaela Tudor. Vous avez vous-même travaillé sur ces mouvements un peu partout dans le monde, le retour notamment des mouvements évangéliques aux États-Unis. Vous avez travaillé sur le pentecôtisme et les mouvements évangéliques au Brésil. Donc tout ça, à la fois, n'est pas nouveau, mais on voit bien, et même les chiffres en parlent, qu'il y a un retour et une montée en puissance de ces mouvements en parallèle du développement des technologies numériques. Vous donner une idée, les travaux de recherche que je mène actuellement, on a une augmentation de l'ordre de 600 millions d'évangéliques dans le monde depuis les années 90, c'est-à-dire depuis la révolution Internet. J'ai beaucoup travaillé sur la question du djihadisme qui a explosé et qui est devenu un phénomène global à partir des années 90 et un phénomène européen à partir des années 2010, et notamment avec toute la série d'attentats de Daesh en Europe, dont la France a été particulièrement la cible. Est-ce qu'il y a là un parallèle que vous identifiez aussi clairement, le rapport entre d'un côté développement du numérique, globalisation on dirait numérique, et de l'autre côté cette simplification aussi vers des mouvements qui sont pas n'importe quel mouvement, c'est pas que des religions, c'est aussi des mouvements qui ont une certaine forme de radicalité?
Très bonne question, parce que sont très liés. Cette explosion des évangéliques, des mouvements évangéliques, et non seulement l'explosion, mais leur investissement de la chose politique, on peut dire comme ça, du domaine politique, et leur militantisme, qui est parfois assez poussé, hein, et agressif. Vous citez tout à l'heure le trumpisme, qui repose beaucoup sur cette base électorale qui vient de ces mouvements, ces confessions, ces dénominations, si on prend les choses à l'anglaise évangélique. Mais effectivement, il y a un mouvement qui est lié directement au développement des médias. Et je dois faire encore un petit peu la petite histoire, parce que c'est vraiment important pour comprendre que ça, c'est pas apparu avec les technologies numériques, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux et l'IA. C'est bien avant, avec la communication, avec la télévision. C'est-à-dire la télévision trouve ses origines aux États-Unis. Vous avez entendu, certains d'entre vous, peut-être, de Billy Graham, qui a bénéficié des funérailles aux États-Unis, des funérailles nationales, hein, aux États-Unis, une figure très connue du monde religieux évangélique aux États-Unis. Et c'est l'un de ceux qui ont construit des empires médiatiques. À l'époque, il s'agissait, c'était les années 1980 aux États-Unis, des empires médiatiques qui utilisaient la télévision pour évangéliser, en fait, faire du prosélytisme religieux, donc toutes les formes de communication religieuse qui, en fonction de l'objectif, c'était de l'évangélisation ou du prosélytisme. Ensuite, qui a investi bien évidemment le monde politique. Ce mouvement a été par la suite exporté au Brésil. Je travaille et je continue de travailler, et j'ai travaillé avec les collègues de Brésil sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, c'est investir le terrain, et quand on investit le terrain, on discute avec les communautés, on infiltre d'une manière ou d'autre ces communautés pour voir leur manière de faire, les pratiques, les techniques. Et donc, ce modèle a été par la suite, qu'on a appelé à l'époque l'église électronique. Donc, cette église qui se constituait à travers la télévision, qui devenait une église un peu mondiale et mondialisée à travers la télévision à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait avec les technologies numériques, exactement. Donc plus facilement, de façon augmentée et de façon plus déstabilisatrice. Voilà. Et très décentralisée. Et j'arrive tout de suite, je vais synthétiser tout de suite. Donc ce modèle a été par la suite exporté au Brésil. Et bien évidemment, l'un des bénéficiaires plus tard a été Jair Bolsonaro, mais il faut savoir que si au début c'était les pasteurs qui ont investi le monde politique, qui ont appuyé les politiques, ensuite c'était avec les technologies du numérique et les réseaux sociaux numériques, des influenceurs qui n'étaient pas forcément pasteurs, des influenceurs religieux qui ne candidataient pas forcément aux élections pour les différentes chambres, voilà, mais qui faisaient du militantisme. Peu importe que ça soit à droite, à gauche, au centre. Donc, c'est-à-dire, il s'agit d'une manière d'irriguer tout le champ politique avec les idées religieuses. Et on est passé du prêtre à l'influenceur chrétien, parce qu'on parle des évangéliques, et puis à l'autel algorithmique. Avec l'IA. Oui, effectivement, c'est très lié, et c'est très lié parce que c'est à travers les médias et ensuite les médias sociaux numériques et l'IA. Ça, c'est très proche de ce que je voyais sur le terrain il y a une dizaine d'années quand je travaillais sur le salafisme et le djihadisme.
où on parlait d'abus Facebook, de cher Google, Oui. qui étaient en fait les confesseurs des jeunes qui cherchaient des solutions très simples à des problèmes très Et concrets. les modèles sont similaires, Et- les modèles d'infiltration et d'irrigation. Et avec, à un moment donné, des recherches qui montraient que Google était salafiste, puisqu'en fait, il faisait la promotion malgré lui. C'était l'algorithme qui allait chercher le contenu le plus massif. Et des groupes très, très minoritaires avaient compris ça très tôt, n'ayant pas de bibliothèque, avaient surinvesti les supports numériques. Et donc, quand on posait des questions à cette époque-là à Google, les résultats salafistes étaient disproportionnellement visibles. Aujourd'hui, c'est le cas avec les algorithmes de TikTok, ce qui Exactement. pose d'autres problèmes d'accessibilité. Mais pour rebondir Ouais. sur ce que vous venez de dire, c'est même très important parce qu'on parlait tout à l'heure de littératie. Il faut aussi une alphabétisation et une littératie spirituelle ou religieuse. Pourquoi? Parce que justement, finalement, c'est l'algorithme qui pousse. Ouais. C'est l'algorithme qui décide finalement ce qu'il faut, quel est le contenu à hiérarchiser. Parce que l'algorithme hiérarchise. L'exemple que vous venez de donner, il est pour TikTok. Voilà, si on prend l'exemple le plus récent dans les différentes élections, c'est ça. Donc c'est l'algorithme qui hiérarchise. Et puis la base doctrinale théologique, elle n'est plus comment dire, la matière première d'étude. C'est la base de données derrière l'intelligence artificielle, que ce soit générative conversationnelle ou que ce soit l'intelligence faible, étroite, ce que sort Google par exemple. Ouais. Donc c'est plus le texte, c'est les données. Et de ce point de vue-là, on le voit tous les jours dans l'actualité. On vit une guerre extrêmement violente au Moyen-Orient, dont on ne voit pas forcément l'issue en ce moment. On voit bien que ce sont des récits apocalyptiques qui s'affrontent en partie. Je pense évidemment au discours de la République islamique d'Iran, qui présente ça comme presque la bataille de la fin des temps. On va retrouver ça aussi du côté des communautés orthodoxes en Israël et de certains membres du gouvernement israélien notamment. Et puis on a vu cette mise en scène à la Maison-Blanche de ces évangéliques justement qui entouraient Trump tel le Christ, en tout cas d'une figure semi-christique, priant en vue de pour la victoire de l'Amérique. Et de ce point de vue-là, les néo-réactionnaires, déjà preneurs de votre analyse de cet aspect, mais dans ce que vous présentez, ce qui est très important chez ces néo-réactionnaires, c'est que c'est les pros de la mise en récit, quelque part. Ils arrivent à partir de ce qui était un récit dominant assez peu contesté, qui était le récit démocratique. Finalement, le jeu politique aux États-Unis s'organisait dans un cadre où c'était assez clair, qu'on soit de gauche ou de droite, que les règles du jeu sont celles-là, pour dire que le problème, c'était justement ce cadre. Comment est-ce qu'on explique leur succès et comment est-ce qu'on fait le lien avec ces franges beaucoup plus religieuses qui, elles, ne sont pas forcément d'accord sur tout le reste. Donc c'est ça peut-être comment on les positionnerait là-dedans. Mais si vous pouvez partir sur l'actu, ça serait super. Oui, alors, oui, complètement. Si ça vous inspire. Non, complètement. Peut-être que je vais essayer d'apporter des formes de distinction. Notamment au sein du Trumpisme. En fait, au niveau idéologique, il y a quelque chose qui me semble important de distinguer. Alors moi, j'identifie 3 pôles qui ont composé de manière... qui composent actuellement le Trumpisme au niveau idéologique. Évidemment, on pourrait faire varier les catégories, mais ça me semble assez utile de les poser pour comprendre à quoi on a affaire du point de vue idéologique lorsqu'on parle du Trumpisme. Pour moi, il y a un pôle qui est le premier à s'être imposé au sein du Trumpisme dans la première campagne de 2016, c'est l'alt-right, la droite alternative, qui est fondamentalement national-populiste, c'est-à-dire qu'elle repose sur une rhétorique politique qui consiste à dire que le peuple saint américain, globalement chrétien et blanc, a été trahi par les élites démocratiques et est menacé par un peuple extérieur d'être remplacé. Et donc, contre cette espèce de mécanique vicieuse, il faudrait faire émerger un leader populiste qui se ferait la voix de ce peuple trahi. Ce qui est intéressant, et ça Maya Kandel, qui a écrit un livre sur le Trumpisme, le montre très bien, il y a une homologie entre ce national-populisme et le christianisme évangélique. Et ça a été mobilisé par Trump lors de la première campagne. Et du coup, dans ce cadre-là, le populisme trumpiste me semble fondamentalement reposer sur une rhétorique qui relève en effet de ce christianisme évangélique. Mais cette
ce pôle idéologique de l'alt-right, qui a été notamment, disons, politisé mis en forme politique, mis en scène, hein, il vient du cinéma, par Steve Bannon, qui ensuite a été écarté, finalement s'est retrouvé confronté lors du premier mandat à une forme d'inefficacité politique. C'est-à-dire que c'était une rhétorique électorale très efficace, donc la mobilisation de la masse électorale était extrêmement efficace, mais du point de vue de la mise en place d'une politique cohérente, ça a trouvé très, très vite ses limites, il manquait tout simplement de personnel politique. Sont arrivés principalement avec la vice-présidence de J.D. Vance, deux autres courants qui, au contraire, n'étaient pas du tout populistes, n'étaient même fondamentalement anti-populistes. C'est le post-libéralisme, qui n'est pas évangélique, mais catholique. Alors, il y a évidemment des protestants, je crois, luthériens notamment, quelques intellectuels juifs et quelques orthodoxes aussi, mais qui ont un rapport au religieux qui est beaucoup moins horizontal et décentralisé. Ça, c'est J.D. Vance. J.D. Vance, complètement. Et il y a une deuxième jambe, donc un deuxième pôle idéologique que J.D. Vance charrie avec lui, parce qu'il a été notamment, disons, formé, enfin, il a été lancé en partie par Peter Thiel, a été socialisé avec la Silicon Valley, c'est la néo-réaction qui donc est la branche tech. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une partie du Trumpisme aujourd'hui a pris en compte une forme d'inefficacité politique, ou en tout cas de limite du populisme et de la version de la rhétorique évangélique. Donc c'est une forme de machine électorale rentable, mais qui doit être convertie en une forme de direction politique. Et ça a été compris très tôt par les néo-réactionnaires, qui ont fait la critique du populisme et de la droite chrétienne dès la campagne 2016 Trump, en disant c'est une machine fantastique, mais le problème c'est que ça reste dans un cadre démocratique, puisque finalement on fait dépendre la décision politique d'une forme de désir populiste. Et ils ne sont pas du tout populistes, ces néo-réactionnaires. Ils sont au contraire, ils ont plein de mépris pour les masses, et c'est ceux qui ont encore choisi la pilule bleue. Absolument. Excusez-moi, il y a un seul ingrédient quand même qui relève du populisme, et c'est le fait qu'il y a cette portée messianique. C'est-à-dire il faut trouver, et la technologie revêt cette dimension messianique. Hein, qui sauve les meubles. Voilà, c'est le seul ingrédient. Mais bon, c'est très important. On va y revenir sur Oui, mais qui en fait se heurte à un élément essentiel à la fois des post-libéraux et des néo-réactionnaires aujourd'hui, qui ne sont pas devenus hégémoniques. Hein. Évidemment, la branche, on peut l'appeler la branche MAGA, l'alt-right, enfin, qui s'incarne idéologiquement par la droite alternative et qui est fondée sur une rhétorique d'origine, à connotation évangélique, sont traversés par une forme profonde d'inégalitarisme. C'est-à-dire qu'il y a une élite politique capable qui doit, et je pense que ça a un caractère profondément catholique, doit agir au nom du bien commun pour la population qui est incapable en fait de savoir. Donc il n'y a pas ce rapport charismatique, quasi affectif au leader et de lien direct avec le leader charismatique. Il y a une forme de compétence quasi cléricale de l'élite politique. Et le post-libéralisme donc qui s'accorde aujourd'hui avec la néo-réaction a pour objectif de réinterpréter la Constitution américaine pour se débarrasser des éléments égalitaires et libéraux, la défense des droits individuels, pour remettre au centre l'idée de bien commun, qui en fait est une idée religieuse de bien commun, c'est-à-dire la défense de la famille, de la communauté au sens religieux, mais dans une perspective élitiste. Et donc, ce qui est très particulier, à mon sens, dans le nouveau Trumpisme, si j'ose dire, c'est que c'est accolé à avec quoi je suis complètement d'accord, c'est-à-dire cette espèce d'adhésion entre la dimension décentralisée égalitaire dans la perspective décentralisée du populisme et la rhétorique évangélique, une forme différente de rhétorique qui est beaucoup plus élitaire et qui, quand elle a une forme religieuse, n'est pas de cet ordre-là. Elle est principalement portée par des catholiques et d'autres formes religieuses qui ne sont pas évangéliques. Donc je pense qu'il y a voilà, cet étrange mélange doit être pris en compte. Et sur la question de la technologie et de la projection dans le futur, c'est encore quelque chose qui n'est pas stabilisé. Et ça, c'est assez fascinant de voir à quel point ces élites trumpistes qui sont pas populistes se débattent avec cette question. Je veux un exemple pour montrer que c'est une vraie ligne de fracture, et on peut, à mon avis,
si on est défenseur de la démocratie, jouer là-dessus, c'est par exemple la NatCon, donc la National Conservative Conference, qui avait vocation à allier ces conservateurs religieux avec la droite tech, a complètement explosé, notamment sur des critères religieux. C'est-à-dire que les conservateurs religieux se sont révoltés contre le transhumanisme d'un certain nombre d'acteurs de la tech. Donc je pense que faut imaginer ces questions religieuses comme des vrais points de fracture, et c'est absolument pas unifié, à la fois au sein des discours religieux, à mon avis, christianisme évangélique et autres formes religieuses, notamment incarnées dans le post-libéralisme, mais aussi entre la dimension religieuse et la tech, qui essaie d'avoir un discours religieux, mais qui peine à convaincre de véritables conservateurs religieux. Effectivement, vous avez dit une chose extrêmement intéressante, parce que nous, on parle depuis le début de la religion et du sacré. Alors que religion et sacré, ce n'est pas du tout la même chose, et peut-être il faut qu'on précise cela. Et dans votre exposé, on a vu exactement ce qui relève du religieux, ce qui ne relève pas du religieux, ce qui relève du sacré. La religion et le religieux, c'est un système qui est institutionnalisé. C'est un système de croyances, c'est un système de rites, c'est un système qui a une communauté, c'est un système culturel, symbolique, etc. Mais en tout cas, c'est un système institutionnalisé. Ça relève toujours d'une religion institutionnalisée. Le sacré, ça peut être un sentiment lié à une transcendance, ça peut être une émotion liée à une spiritualité. Donc le sacré n'est pas institutionnalisé. Et effectivement, lorsqu'on parle de ce clash entre évangélique et catholique, qui est le clash aussi au Brésil, parce que c'est le soubassement qui a finalement donné cet essor des évangéliques en politique au Brésil. C'était toujours le même clash entre les catholiques qui avaient d'autres sensibilités et les évangéliques qui avaient d'autres sensibilités et d'autres aspirations. Donc, religieusement parlant, oui, on est dans le clash des institutions, parce que la religion est un système finalement institutionnalisé, avec des croyances, avec une doctrine, avec des dogmes, avec des rites, avec des communautés qui s'expriment sous forme de clergé, de communautés de croyants, etc. Mais le sacré, c'est tout autre chose. C'est pour ça que dans le cas du sacré, le sacré se recompose à l'époque de l'IA sous la forme de ces religiosités séculières, dont le transhumanisme. Qui est Peter Thiel et que vient-il faire dans nos histoires ? Alors, Peter Thiel, c'est, je pense, à la fois donc d'abord un promoteur de ces idées néo-réactionnaires dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, mais aussi, et c'est là le point important à mon avis, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, un traducteur. Donc, mais avant ça, c'est un entrepreneur. Alors c'est un entrepreneur, grand succès, en effet, peut-être qu'il faut commencer par là. C'est un entrepreneur à succès, donc cofondateur de PayPal, et puis ensuite cofondateur de Palantir, qui est ce géant de l'analyse de données qui maintenant collabore avec le gouvernement américain sur des questions de sécurité et même sur des questions militaires aujourd'hui. D'ailleurs, l'évolution entre ces deux projets, peut-être qu'il faudra en dire un mot parce qu'elle est très significative de l'évolution de Peter Thiel lui-même. Donc la particularité de Peter Thiel, c'est que c'est non seulement un entrepreneur, mais aussi un idéologue. Et il a toujours, depuis le milieu des années 90, mis un point d'honneur à être considéré comme un intellectuel. Alors je pense qu'il est frustré, puisqu'il est avant tout considéré comme un entrepreneur aujourd'hui, mais il y a quelque chose comme une production idéologique qui accompagne ces projets entrepreneuriaux qui sont, et ça je le précise d'emblée, des projets technopolitiques, c'est-à-dire des solutions qui ont toujours eu une portée politique dans la manière dont elles ont été envisagées. Donc PayPal comme une forme de système para-étatique, c'est-à-dire système financier alternatif, qui se rendrait indépendant des centralisations, des banques et de toute forme de centralisation et de contrôle de la monnaie par l'État.
et Palantir qui, dans la gestion de données, en revanche, collabore beaucoup plus étroitement avec l'État et a vocation à accomplir des fonctions quasi régaliennes de sécurité. Ça, c'est très important parce que c'est moins connu et je me permets de vous interrompre. Palantir rentre dans les processus, mais se considère, et c'est quelque chose qui est même diffusé en interne, comme un parasite. C'est-à-dire qu'en rentrant dans les systèmes, en traitant la donnée des systèmes, finalement, devient impossible à retirer, sans quoi elle tuerait l'autre. Donc l'autre se tuerait en voulant retirer Palantir. Et donc, sans trop anticiper, mais ça serait une sorte d'infrastructure numérique, de squelette numérique, de double numérique d'ailleurs, comme il le présente. Il se présente comme des jumeaux numériques de l'État américain, de l'armée américaine, qui pourrait être, peut-être que je vais trop loin, mais dans la projection des néo-actionnaires qui voudraient un État où tout fonctionne bien, qui pourrait du coup être cette armature d'intelligence artificielle qui opérerait l'IA mieux que des bureaucrates. C'est ça le point clé. Donc, c'est un idéologue et l'avantage, c'est qu'on peut suivre ces évolutions, en tout cas ce qu'il produit du point de vue idéologique. Et le grand mouvement, la grande tendance de Peter Thiel, qui est d'ailleurs qui se retrouve chez la plupart des néo-réactionnaires, pas tous, mais la plupart, c'est qu'il vient du libertarianisme, c'est-à-dire de l'idée qu'il faudrait moins d'État, voire pas d'État, pour les plus radicaux. Et les libertariens... Riches aussi. Oui. Ce sont les mêmes. Ce sont des très riches qui veulent plus du tout d'État parce qu'ils sont déjà de l'autre côté. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les libertariens ont eu une sorte de projet politique qui s'est structuré notamment dans les années 70 autour de deux figures qui sont Robert Nozick et Murray Rothbard. Et il y a eu une sorte de frustration et de désillusion d'une certaine partie des libertariens qui ont considéré finalement le projet libertarien était impossible à accomplir en démocratie et ont eu un réflexe qui s'est traduit de manière très, très claire, qui était déjà présent chez un certain nombre d'acteurs, mais qui est devenu manifeste, et en particulier chez Peter Thiel, une logique sécessionniste. C'est-à-dire, si l'on ne peut pas réaliser le rêve libertarien en démocratie, on va créer nos propres États. Et PayPal est un projet qui a la marque, qui porte cette marque du sécessionnisme, c'est-à-dire de créer des systèmes para-étatiques en sécession avec l'État. Ces libertariens-là ont beaucoup évolué, en tout cas certains d'entre eux, Peter Thiel notamment, Yarvin, dont j'ai parlé, qui était un libertarien et qui devient un néo-réactionnaire, qui ont considéré finalement que le sécessionnisme c'était un peu une solution par défaut et qui se sont dit en fait on va s'attaquer à l'État lui-même et on va repenser la logique libertarienne pour dire que finalement l'ennemi c'est pas l'État en tant que tel, on peut se saisir de l'État, le réduire à sa fonction minimale à condition de lui donner une souveraineté absolue. Et dans le cadre du territoire qui sera garanti par cette souveraineté, alors on pourra imaginer quelque chose comme une société libertarienne. Donc une sorte de renversement autoritaire du libertarianisme qui est la dynamique qui anime Peter Thiel. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet Palantir reflète un petit peu cette transition-là, c'est-à-dire si on lit la portée technopolitique de Palantir, l'idée c'est d'accomplir les fonctions régaliennes de l'État en matière de sécurité, donc la gestion de données et donc finalement le contrôle de la population et la garantie de la sécurité sur le territoire, en tout cas en matière de politique intérieure, avec l'idée, en tout cas si on lit l'idéologie de Thiel au sérieux, de remplacer des fonctions qui sont auparavant bureaucratiques et étatiques par des entreprises privées et qui, lorsqu'elles se seront rendues indispensables, feront tomber le bois mort. Et donc c'est la manière la plus efficace de tendre vers un État qui a une dimension libertarienne sans passer par la sécession. Donc c'est une forme en effet de parasitisme de l'État, mais avec un objectif politique clair qui est de remplacer des fonctions bureaucratiques, enfin la dimension bureaucratique de l'État qui est considérée comme obèse et inefficace, par des entreprises privées. Donc c'est s'attaquer de cette manière. Et il y a juste un mot sur un auteur qui s'appelle Arnaud Aurin qui en parle très bien parce que lui il regarde l'histoire du capitalisme au sens large. Il dit que dans une forme de capitalisme de la prédation, ces entreprises privées ont vocation à fonctionner comme des silos, c'est-à-dire à s'approprier de la ressource jusqu'aux technologies de pointe qu'elles produisent, chaque niveau de contrôle de la production. Et ça va avec l'idée d'une dimension souveraine de l'entreprise. Donc vraiment, ces entreprises ont vocation à remplacer l'État, et je crois que Palantir le révèle assez bien. Avant peut-être, et j'aimerais vous faire aussi réagir sur ça, et c'est vrai que cette idée de privatisation totale du régalien
de l'État, donc des fonctions régaliennes de l'État par une entreprise qui est pensée comme un îlot de souveraineté en soi, donc comme presque une petite île libertarienne en soi, puisqu'on peut y appliquer les lois qu'on veut, et assez puissante. Mais il y a un truc chez Peter Thiel, et j'aimerais aussi beaucoup votre avis là-dessus, Michaela, c'est qu'il parle très récemment, vous y étiez d'ailleurs, il me semble, à l'Académie, il parle en des termes extrêmement millénaristes. Je vais peut-être vous laisser nous expliquer justement comment parle, quelle est la grammaire qu'utilise, la grammaire religieuse qu'utilise Peter Thiel. Vous le savez sans doute dans la salle, il parle d'antéchrist, il parle de fin des temps. Donc peut-être comment on en arrive à cette vision vraiment utopique et techno-solutionniste, mais aussi à ce lien avec le religieux. Oui, alors c'est en effet ce qui manquait dans la fin de ma démonstration, c'est que la manière de justifier ce projet technopolitique, chez lui, du point de vue idéologique, et c'est pas si récent que ça, hein, ça peut être retracé jusqu'à la fin des années 2000, notamment en 2008, dans un texte qui s'appelle le Moment straussien, qui porte très très mal son nom et qui est un vrai camouflage de ce qu'il y a vraiment dans ce texte, et qui élabore une sorte en effet, de grammaire théologique pour décrire, pour élaborer une philosophie de l'histoire, dans laquelle la technologie aurait toute sa place. Donc, globalement, ce que développe Thiel depuis ce moment-là, et il en a fait la synthèse à l'Académie des sciences morales et politiques quand il a été invité pour d'ailleurs discuter de l'avenir de la démocratie qu'il n'a pas abordé, il n'a parlé que de technologie et de religion. Dans ce cadre qu'il développe, l'idée est de dire que les forces progressistes nous mettent face à une forme de dilemme que lui lit dans des termes religieux, c'est-à-dire une forme de dialectique depuis, lui dit, la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'utilisation de la bombe à Hiroshima et Nagasaki, une forme de dialectique entre Armageddon et Antéchrist. C'est-à-dire qu'on nous présente la technique soit comme une arme de destruction absolue, soit comme devant être monopolisée par un gouvernement mondial qui, parce qu'il connaît les risques de cette capacité de destruction de la technologie, saura la limiter, et donc incarne ces figures c'est ce qu'il appelle lui l'antéchrist. Ces figures de l'antéchrist sont incarnées par des penseurs, des acteurs qui défendent une forme d'universalisme moral, donc des écologistes et ce qu'il appelle lui des ludites, donc ceux qui justement développent une interprétation éthique de l'IA, donc notamment Yudkowsky, qui est une des figures de l'éthique de l'IA, qui l'identifie à l'un des visages de l'antéchrist, Greta Thunberg, qui l'identifie comme l'un des visages de l'antéchrist, c'est-à-dire des figures qui polarisent l'idée d'un contrôle mondial de la technologie, autrement dit un contrôle par un gouvernement centralisé. Et donc contre cette dialectique, il dit qu'il faut trouver une manière de sortir de cette espèce de piège dans lequel on nous enferme, entre menace de l'Armageddon pour nous faire avaler un gouvernement mondial qui contrôle la technologie et qui la limite dans son innovation. Il faut trouver une autre voie qui est celle du catéchone. Donc ça, c'est un terme un peu moins connu, sauf pour ceux qui ont fait de la théorie politique, parce que c'est un terme qu'utilise beaucoup Carl Schmitt, le juriste du Troisième Reich. Et d'ailleurs, Peter Thiel le cite, et c'est de là qu'il le tient. L'idée de catéchone, c'est ce qui retient. Donc en fait, c'est ce qui retient la fin des temps et donc le règne de l'Antéchrist, qui promet la paix sur Terre. Voilà. Donc le catéchone, c'est une force politique, en tout cas dans l'interprétation qu'en donne Schmitt puis Thiel, une force politique qui retient le règne de l'Antéchrist, donc qui empêche la monopolisation de la technologie par un gouvernement mondial. Et donc, évidemment, pour Peter Thiel, qu'est-ce qu'est le catéchone? C'est l'innovation technologique privée. Et donc, ce sont des entreprises qui parviennent à constituer des monopoles qui permettent une innovation radicale en dehors de toute forme de concurrence. Donc en fait, très concrètement, derrière ce vernis théologique, il y a quelque chose qui est essentiel et presque élémentaire. C'est une défense de la technologie, de l'accélération technologique et de l'innovation technologique, supposément la dérégulation de toute forme de limite fixée à l'innovation technologique. Et ce qu'il a dit à l'Académie, c'était concrètement l'Occident est empêtré dans une forme d'universalisme moral régulateur vis-à-vis de la technologie. Il faut absolument se débarrasser de tout ça, avec pour fond de réflexion que la Chine, elle, contrairement à l'Europe, n'est pas du tout dans ce freinage. Et donc, en fait, finalement, derrière le vernis théologique, il y a quand même un élément essentiel, c'est l'accélérationnisme technologique. Pour battre la Chine, et d'où aussi l'énervement face à toute volonté régulatoire, notamment de l'Europe. C'est-à-dire, dès qu'on parle de régulation, l'administration américaine, et notamment J.D. Vance, qui avait fait un discours à la conférence de la sécurité de Munich l'année dernière, tout à fait clair là-dessus. C'est la moindre volonté de régulation de l'IA est aujourd'hui perçue comme étant une volonté quasiment de détruire la civilisation
américaine. Michaela, déjà, est-ce que vous vous êtes intéressé à la figure de Peter Thiel? Comment voyez-vous ça à l'aune de vos autres travaux? Parce qu'on voit bien que cette dimension technologique est là, est pensée, elle est théorisée et elle est presque au cœur. D'ailleurs, on se demande même s'il s'agit d'un prétexte qui permet de pousser d'autres intérêts qu'on voit qui sont aussi très évidents. Ce récit de Peter Thiel n'est pas nouveau aux États-Unis. Il s'inspire d'une tradition. J'ai travaillé sur les néo-protestants, pentecôtistes évangéliques, mais aussi sur une dénomination protestante néo-protestant qui vient du territoire américain, qui sont les adventistes du 7e jour. Et les adventistes du 7e jour, ils ont cette histoire fondatrice, ce récit fondateur qui vient de des doctrines de Miller, c'est exactement la même histoire, sauf que la fin du monde ne peut pas être empêchée parce que finalement, ça sera la fin du monde, c'est l'équivalent du retour du Christ. Donc ici, le retour du Christ est remplacé par la technologie. Donc c'est la technologie cette technologie privatisée qui va empêcher ces forces politiques du nouvel ordre mondial qui vont finalement nous protéger de l'Armageddon. Donc c'est une histoire qui est ancrée dans la culture américaine, mais qui est remixée, disons, avec les intérêts et disons, mises au goût du jour. Voilà, donc c'est les adventistes du 7e jour qui ont dans leur doctrine, qui sont des néo-protestants, qui sont très actifs et qui sont pas une dénomination, je ne sais pas, à peu près, sont pas nombreux, ne sont pas comme les pentecôtistes, sont à peu près 25 millions au monde. Mais c'est une idée qui a traversé à partir du 19e siècle, donc vers les années 1840, qui s'est installée dans le cœur de ces néo-protestants qui sont en fait une secte qui est issue, secte dans le sens qu'ils sont, disons, des dissidents, voilà, anabaptistes, méthodistes, qui ont suivi ce gourou, donc disons que c'est pas nouveau, c'est ancré dans l'histoire et la culture. Vous voulez dire quelque chose? Oui, alors en effet, d'ailleurs, Peter Thiel en parle, mais c'est pas tout à fait la même veine. Dans la dimension de Miller, il y a l'idée que le sauveur vient combattre l'antichrist et c'est la rédemption. Chez Thiel, c'est avant ça, c'est-à-dire avant le règne de l'antéchrist, il y a l'idée de la rétention. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de différent, puisqu'en fait, c'est pour moi une conception religieuse au sens vraiment de la doctrine qu'une conception politique. D'ailleurs, c'est ce qui avait été souvent reproché à Carl Schmitt par des théologiens oui, justement, chrétiens. Parce que c'est changé elle se base, on parlait tout à l'heure du fait que la religion investit tous les champs, elle se base sur des éléments religieux, d'un courant de pensée qui a ensuite construit toute une dénomination avec des éléments pour construire finalement ce qu'on appelle un récit de légitimation politique. Parce que c'est ce qu'on peut dire que c'est un micro-récit, si on suit la terminologie de Lyotard, c'est un micro-récit de légitimation politique. On n'a plus de grands récits, on essaie de construire de grands récits à travers l'IA, mais pour l'instant on n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde, justement de par ce caractère déstabilisateur, et comment, non seulement déstabilisateur, mais aussi décentralisateur de l'IA. Voilà, décentralisateur de l'autorité. Et ça m'amène à vous parler d'un concept que j'ai développé dans mes travaux, l'ubérisation de l'autorité. L'ubérisation de l'autorité religieuse, l'ubérisation de l'autorité politique, c'est-à-dire
cette déconstruction des institutions, ce manque de confiance, hein, cette absence de confiance dans les institutions qui s'est installée en parallèle avec le développement de la technologie, parce que finalement, on est tous des médias. Pourquoi on est tous des médias? Ce qu'on appelle dans notre terminologie, on est des self-médias. Bon, un peu à l'anglaise, mais c'est ça le terme, c'est-à-dire nous avons les outils pour faire nous-mêmes des médias. N'importe quelle personne lambda peut devenir du jour au lendemain un influenceur qui peut écrire un méta-récit, peut-être pas de cette envergure comme Impact, parce que c'est pas, le personnage est quand même avant tout, comme bien vous l'avez dit tout à l'heure, un entrepreneur, ce qui change beaucoup la donne, mais oui, c'est un micro-récit, mais c'est un micro-récit qui a quand même des résonances dans ce qu'on appelle le conscient collectif et la mémoire collective américaine. Et après, on va aller sur Caroline Georgescu, mais pour finir sur cet aspect, je crois que c'est très important. Peter Thiel, venant du libertarianisme, n'avait pas de base en tant que tel. Il avait eu des succès économiques considérables, mais à l'inverse des mouvements dont on a pu parler, que ce soit les évangéliques, que ce soit la alt-right, qui, elle, avait une base populaire très importante. Dans quelle mesure ce discours qui, du coup, s'empare de cette grammaire civilisationnelle, de cette grammaire religieuse, qui, du coup, donne beaucoup plus de portée aux propos de Peter Thiel, dans quelle mesure c'est pas aussi pour venir ancrer une approche finalement extrêmement pratique, techno-solutionniste, un projet aussi de promouvoir des entreprises au cœur de l'appareil économique et politique américain. Est-ce que c'est pas aussi de l'ordre de l'opportunité politique, justement? Alors, moi, je pense que vraiment, la perspective de Peter Thiel, enfin, je vais le dire peut-être un peu brutalement, mais Peter Thiel ne se préoccupe pas de ces questions de popularité à l'échelle massive. Je pense que le public cible, ce sont les élites conservatrices religieuses, et en particulier, à mon sens, les post-libéraux. Et je pense que le fait qu'il y ait cette grammaire du catéchone s'adresse aux catholiques, notamment en les tirant vers une interprétation très politique du catholicisme telle qu'il la lit à partir de Schmitt. Petite parenthèse là-dessus, c'est Peter Thiel qui présente J.D. Vance et qui fait la promotion de J.D. Vance auprès de Trump. Alors évidemment, c'est pas le grand manipulateur de J.D. Vance, mais c'est en effet le promoteur de la carrière de J.D. Vance de manière assez claire. Il l'a financé, il l'a même embauché en tant que, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il est à la tête d'un de ses fonds d'investissement, il l'avait nommé, et puis ensuite, en effet, il a financé ses campagnes successives. Il y a quand même un point aussi important, c'est que c'est un entrepreneur, et il y a un sociologue de la Silicon Valley qui s'appelle Fred Turner qui dit qu'on a souvent une mauvaise interprétation de ce que sont que les entrepreneurs de la Silicon Valley. On a l'impression qu'ils sont avant tout des gens qui proposent des solutions techniques. Il dit finalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des entrepreneurs qui proposent d'abord des métaphores. C'est-à-dire ce sont des vendeurs de métaphores. Et je pense que c'est ce que Thiel fait, et notamment Palantir, c'est une métaphore. On l'a peut-être pas dit, mais c'est une référence au Seigneur des Anneaux. C'est un objet qui voit tout. Donc c'est en fait, avant d'être une solution technique liée à l'IA, c'est une métaphore. C'est la promesse d'un outil de l'omniscience, de l'omniscience complète et garantie par un objet technique. Je pense qu'il y a de ça dans le catéchone, c'est-à-dire que c'est une métaphore qui est beaucoup plus vendeuse que l'idée d'un parasitisme de l'État par une entreprise privée qui veut faire du profit. Donc moi, j'y vois quand même avant tout quelque chose comme la métaphore par laquelle cette entreprise technopolitique se vend, et se vend à un public qui, pour moi, est un public d'élite conservatrice. Parce qu'il faut arriver à faire cette jonction opportuniste pour la tech de droite, avec un public conservateur. Le même Fred Turner, d'ailleurs, dit qu'il y a un recalibrage de l'idéologie de la Silicon Valley, qu'il reprend et nomme l'idéologie californienne, qui est cette idée d'une décentralisation libérale, de la connectique entre tous les individus, quelque chose comme un rêve utopique du cloud, en fait, vers un déplacement, en tout cas d'une partie de la Silicon Valley, vers le Texas, et avec le développement de ce qu'il appelle l'idéologie texane. Et c'est quoi, en fait? C'est la traduction d'un certain nombre de projets entrepreneuriaux dans des termes conservateurs et extractivistes. Et en fait, c'est de manière
très opportuniste. Ces leaders de la tech de droite ont besoin, s'ils veulent profiter d'une tendance à la dérégulation de ces forces illibérales, il faut qu'ils traduisent en fait leur contenu, parce qu'en fait la promesse de la connectique universelle, ça ne va pas séduire des conservateurs du Texas. Et donc en fait, il y a l'idée de la promotion de ces concepts théologiques, à mon sens, comme des métaphores d'entrepreneurs. C'est très intéressant. Et puis aussi le passage de l'utopie californienne avec toutes ses limites à une forme de dystopie texane avec son musée des horreurs extractivistes. Et là-dessus... Que ce soit utopie ou dystopie, c'est du storytelling, ce qu'on dit nous en communication, ces métaphores, en fait, c'est ce qui pour finalement vendre ce qui est derrière. Voilà, c'est du storytelling. Et c'est justement la logique médiatique de tout ce qu'on produit aujourd'hui et en matière politique et en matière si vous voulez, de religion, hein, parce que ça se rapproche. C'est la méthode, c'est la nouvelle idéologie des technologies, le storytelling. C'est là-dessus que je voulais aussi revenir avec vous. C'est pour ça que j'ai précisé. Non, mais vous avez bien fait. Le passage. En 2011, au moment des printemps arabes, on avait souligné le rôle libérateur des réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, il s'était pas privé, il s'était pas gêné pour presque se tailler la part du lion dans ces révolutions. C'était le techno-optimisme absolu. Absolu. Oui. Mais on oubliait aussi qu'il y avait eu un peuple égyptien qui avait pris la place Tahrir au mépris du risque, qu'il y avait un peuple tunisien qui avait affronté aussi une dictature et qui l'avait fait tomber en 15 jours. C'était pas non plus que des messages sur Twitter et des vidéos sur Facebook. Toujours est-il que c'était, on était en pleine poussée de fièvre techno-optimiste. Une dizaine d'années plus tard, des élections, un pays que vous connaissez très bien, la Roumanie, l'année dernière. Et là, on a une autre forme d'utilisation de la tech, puisqu'on avait, et je crois qu'on en a parlé dans ce séminaire déjà, on avait Monsieur Nobody, pour parler en mauvais français, crédité, je crois, de 0,5% à tout casser des intentions de vote, qui était considéré à l'extrême droite de l'extrême droite, qui faisait campagne en remplaçant des discours de nazis roumains par... voilà, il les adaptait à la marge et il en faisait la promotion, mais il a bénéficié d'une aide visiblement des algorithmes de TikTok au point de devenir 9e tendance mondiale sur TikTok. Donc, il était plus visible sur TikTok en Roumanie que Beyoncé, que le conflit à Gaza. Les médias l'appelaient le Messie de TikTok. Et voilà. Et donc, c'est la dimension à laquelle je voulais arriver. Le Messie dans les deux sens du terme, parce qu'il était aussi... il faisait campagne à grand renfort de discours religieux. Donc là, est-ce qu'on peut revenir déjà sur cette campagne? Il a fini en tête au premier tour à 23%. Les élections ont été annulées. Il se trouve qu'il avait reçu du financement russe, qui n'est pas un facteur d'intégrité dans une élection roumaine que d'être financé par le grand pays d'à côté qui est en guerre avec le voisin. Mais donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Le rôle de la religion, on a beaucoup parlé de la Roumanie en France, très peu de la dimension religieuse. Et pour m'être un peu rendu en Roumanie, on parlait que de ça là-bas quand j'y étais. C'est une bonne question parce que il faut placer dans le contexte roumain. La Roumanie est le pays le plus religieux de l'Union européenne, ce qui est très important à préciser. Même si au niveau, disons, de l'acquis législatif et des normes, il y a une séparation Église-État, ça n'empêche qu'en pratique, l'Église orthodoxe, qui est l'Église majoritaire en Roumanie, est une Église qui est très impliquée en matière de soutien dans la politique et très impliquée. Je vous donne quelques exemples. Lorsqu'il y a le 14 juillet roumain, le 1er décembre, quand il y a le moment où la Roumanie célèbre sa fête symbolique nationale comme la France le 14 juillet, le chef de l'Église orthodoxe, il est présent aux cérémonies et il a le rang d'un chef d'État. Et le rang et le salaire légalement. Je vous dis ça, ces petits détails, parce que c'est des détails très importants qui montrent le rapport et en matière de reconnaissance légale, si vous voulez.
Ensuite, dans les écoles publiques, dans les universités publiques, en France, je suis dans une université publique, mes collègues sont dans des universités publiques, nous n'avons pas de symboles religieux en salle de classe ou dans l'amphi. En Roumanie, vous allez avoir une icône avec soit le Christ, soit la Vierge Marie, qui est dans une des salles de classe ou amphi ou à l'école maternelle ou jusqu'au lycée. Donc, pour comprendre un petit peu que cette symbolique religieuse est une symbolique qui est présente dans l'institution étatique et y compris dans les institutions qui relèvent du régalien, ce qui est quand même très important. Donc en Roumanie, il y a à peu près 93 de la population au dernier recensement déclarée comme étant orthodoxe. 93%. 93% de la population qui est déclarée orthodoxe. Donc pour voir vraiment l'importance. Donc dans ce contexte, évidemment que déjà, il y a une sensibilité pour un discours politique qui accueille des symboles, des termes qui relèvent de la religion et qui relèvent de l'orthodoxie. Par exemple, en Roumanie, être roumain, ça veut dire parler le roumain, être orthodoxe et habiter en Roumanie. Bon. Habiter en Roumanie, parler le roumain, c'est possible, mais être orthodoxe, c'est pas quelque chose de très facile pour un étranger, par exemple. Donc, vous voyez, cet aspect est très important. Donc, Călin Georgescu, effectivement, il est apparu dans la campagne électorale comme de nulle part. Et en réalité, il était très présent. Mais il était très présent sur cet espace dématérialisé qui est l'espace des technologies numériques et notamment sur TikTok qui est devenu en ce moment en Roumanie très prisé par la population. Mais ce qui est intéressant, moi je peux vous parler d'une expérience quand même que j'ai eue, une expérience de terrain. Je vous ai dit, je fais beaucoup de terrain pour mes recherches, pour arriver à écrire tout en étant connecté à ce qui se passe dans cette réalité dans les communautés. Et je connaissais le nom de ce candidat à la présidentielle, même s'il n'était pas crédité par les sondages. Parce que l'ensemble des communautés religieuses que j'ai visitées avant les élections pour voir un petit peu quelle est la tendance, quels sont les candidats, etc., parlaient de ce candidat Călin Georgescu parce que toutes ces communautés participent à des réseaux et des communautés virtuelles sur les réseaux sociaux, qui sont des communautés qui relèvent de leur propre religion, confession, etc., mais aussi des communautés où ils partagent des intérêts communs autres que religieux. Et dans ces communautés religieuses, peu importe que ça soit orthodoxe ou néo-protestant, parce que j'ai vu les deux, les croyants parlaient de ce candidat. Et je suis retournée en Roumanie pour parler un petit peu avec, disons, les représentants de la politique mainstream, institutionnalisée, pour voir s'ils ont quand même le pouls sur ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai été stupéfaite parce que la réponse a été ben non, c'est pas un candidat sérieux. Et je leur ai expliqué qu'il y a quand même, le terrain montre autre chose et que les gens ne sont pas sincères dans les sondages parce qu'on a depuis quelque peu, avec toujours l'essor de nouvelles technologies, une méfiance par rapport aux sondages. C'est-à-dire que les gens soit ne répondent pas, soit tout simplement disent autre chose qu'ils pensent. Donc, il y a eu cet écart entre et bien sûr, pour le contenu produit, effectivement, c'était un contenu qui a été bien boosté par les ARE, bien boosté financièrement parce qu'il faut quand même un investissement financier pour que ça ressort. Et puis, effectivement, ce messie de TikTok, il a joué sur un ensemble de mots-clés qui relèvent et qui parlent aux Roumains
et qui relève justement de cette incarnation du président sauveur, et qui est quand même ancré profondément dans la culture roumaine, parce que pour les Roumains, si vous voulez, n'ont pas cette culture politique poussée. Pour eux, le président reste encore l'incarnation du sauveur de la nation. Donc ça, comme Ceausescu avant, et puis après Iliescu et les autres présidents. Donc ce qui a fait que le président porte toujours le poids pour faire avancer la société. Et toutes les missions qui ne relèvent pas forcément de l'institution présidentielle sont attribuées à la présidence. Donc il a eu tous ces mots de sauveur de la nation, de spiritualité. Il va éradiquer la famine. Donc il va éradiquer le mal. Donc un discours qui jouait toujours avec ces mots, le bien et le mal. Et pour les communautés religieuses, le bien et le mal sont des termes qui font partie de ce storytelling qui parle et qui attire. Il y a eu aussi, donc ça c'est pour le contexte, et merci beaucoup, c'est extrêmement enrichissant. On voit bien comment ça rentre dans une culture politique et une culture populaire roumaine, avec des pouvoirs quasiment thaumaturgiques qui sont conférés au président. Mais il y avait aussi, et c'est le parallèle avec, d'une certaine manière très lointain, géographiquement et culturellement avec les États-Unis, mais sur le procédé qui est assez similaire. On a vu la dimension technique avec l'algo, mais le contenu, c'était de dire il y a bien un combat entre les forces du bien et du mal. Le mal, c'est l'Union européenne, c'est qui va pervertir les mœurs. Il faut le nommer, le mal. Il faut le nommer. Ils vont pervertir les mœurs. Regardez l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous voulez ressembler à ça? Et il suffisait C'était la même bataille entre le progressisme sorosiste et le conservatisme, mais c'est pas ça hein, finalement. C'est difficile à mettre finalement un mot parce que et voilà. C'était aussi très politique. Mais c'était aussi très politique et très lié aux États-Unis parce que après et à la Russie, mais très lié aux élections aux États-Unis parce que le candidat se légitimait aussi par rapport au programme trumpiste. Pardon. Donc, se légitimait aussi par rapport au programme trumpiste, disant, voilà, il parlait toujours d'une sorte de soutien de Donald Trump. Bien évidemment, Donald Trump n'a jamais officiellement apporté un soutien quelconque, mais ça faisait partie du discours parce que c'était une manière d'identifier deux visions du monde. De vision du monde où il y a le bien et le mal, ou l'Union européenne, et ça correspondait à un discours trumpiste mais trumpiste, mais j'insiste, un discours poutinien qui est en guerre avec l'Ukraine. C'est-à-dire que... Et l'autre versant, parce qu'il y a les deux versants qui parlaient dans l'élection roumaine, il y a l'autre versant, il y a le versant qui est toujours... problématique pour cet espace politique, c'est cette proximité avec le Moscou et avec la Russie. Et c'est une sensibilité aussi parce que Poutine incarnait l'autorité. Donc c'était l'autorité de Poutine qui était évoquée par le candidat Călin Georgescu, qui disait voilà, il faut un président autoritaire pour que l'identité roumaine soit gardée, donc pour que l'orthodoxie soit protégée. Vous savez très bien que en Russie, l'orthodoxie soutient bien, non seulement symboliquement, mais avec des actions politiques. Et c'est ce qui a fait la séparation entre l'orthodoxie ukrainienne et l'orthodoxie russe. Et je crois que c'est très important, avant peut-être de passer à deux, trois questions avec la salle, aussi de rappeler que du côté russe, l'affrontement en Ukraine est présenté dans des termes apocalyptiques, présenté évidemment comme non seulement comme la guerre contre une hérésie qui s'appellerait Ukraine et qui serait et donc on voit comment des dimensions... Une guerre d'identité religieuse. C'est très intéressant. C'est une guerre d'identité religieuse. On ne le voit pas sous cet angle. On ne le voit pas sous cet angle, France, mais on parle de ça. Hein, c'est le discours politique et officiel et officieusement, on le voit. C'est pas fini avec Călin Georgescu, ça c'est une autre chose. Oui. C'est pas fini, même bon, il y a des procès, mais il reste le président
qui n'a pas été investi, mais il reste dans la conscience collective le président, ce qui est un vrai problème, parce que quand on a une masse qui n'a pas encore de rapport sain avec les institutions, la dimension religieuse intervient là. C'est une croyance. Donc, et même l'Église orthodoxe roumaine a été très ambiguë, parce que dans l'Église orthodoxe roumaine, comme dans toutes les églises, il y a des branches fondamentalistes, et ces branches ont nourri ce genre de discours. Vous les avez rapprochés des nazis, mais c'est les légionnaires, en fait, qui sont et Călin Georgescu s'est beaucoup inspiré de cette symbolique des légionnaires, qui était très proche des nazis et qui avait cette idée qui parlait justement d'identité, de patrie, qui est centrale. Mais en fait, c'est une chose de contester politiquement l'ordre et de dire que le président incarnerait le sauveur de la nation. C'est autre chose de présenter la lutte politique en termes civilisationnels et religieux et de dire que s'il y a victoire, c'est la victoire du camp du mal. Or, c'est de plus en plus cette grammaire, qui est une grammaire millénariste, qui s'impose dans le débat public et promue aussi par les réseaux sociaux, et qui fait... Et qui est possible justement parce que la technologie simplifie. Voilà. Comme les médias spectacularisent. Les médias, avant, c'était les médias de masse classiques qui spectacularisaient la politique, et l'économie et autres. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui simplifie et qui spectacularise, qui met de l'émotion, qui table sur l'audience, finalement, et sur ce qu'on appelle performance dans du monde français. Voilà, c'est-à-dire le spectacle. Voilà. Mais la télé spectacularise, mais l'IA produit des vidéos elle-même, produit du contenu. Les deepfakes, je pense à Charlie Kirk, qui a été donc cette voix du mouvement MAGA, qui a été assassiné sur scène. Il n'était pas encore, je veux dire, le corps était à peine retiré de la scène, qu'il y avait déjà des images produites par l'IA de lui qui, prenant en fait la balle, simplement incliner la tête avec les mains jointes et courait prendre l'escalier vers le paradis. Et on a reçu ici Raphaël Gaillard, donc, qui dirige Sainte-Anne, professeur psychiatre qui dirige Sainte-Anne, et qui a expliqué qu'il y avait un des 5 sens qui ne pouvait jamais être trompé, c'était la vue. C'est-à-dire que tant bien même on sait que c'est faux, à partir du moment où on le voit, ça a un impact très très important sur notre raisonnement et sur notre système de croyance. Parce que la religion n'était pas... avant, lorsqu'elle se nourrissait des institutions religieuses, n'était pas, disons, branchée tellement au visuel. Ouais. Les médias de masse comme la télévision a introduit le visuel comme preuve de vérité. Et ensuite, les nouvelles technologies, en l'occurrence l'IA et tout ce qui est plateforme, réseaux sociaux, etc., ont introduit la viralité comme preuve de vérité, la viralité visuelle comme preuve de vérité, et puis de réalité. C'est très intéressant. J'aimerais peut-être qu'on se tourne rapidement vers le public qui a été extrêmement patient ce soir, et on pourrait prendre peut-être 3 questions ensemble et qu'on répartira entre Michaela et Arnaud. Il y a une question devant. Est-ce que c'est Solal ? Ouais, c'est Solal. Merci. Première question. Deuxième question devant. Et puis peut-être une troisième. Et puis après, je vous inviterai à poser les questions directement à Arnaud ou à Michaela, puisqu'on aura le temps. Et Arnaud également pourra discuter avec vous au moment de la signature. Donc on va prendre les deux.
Oui, ça marche. Vous avez beaucoup parlé des acteurs de la tech néo-réactionnaire, puisque c'était le sujet, mais pas tellement des autres. Je pense notamment aux GAFAM ou à d'autres patrons qui ont été historiquement plus libéraux, comme le patron de Salesforce, par exemple. Comment est-ce qu'eux, ils se positionnent dans cet écosystème? Est-ce qu'ils cherchent à lutter contre leurs co-patrons, ou est-ce qu'ils sont assez indifférents par rapport à tout ça et ils cherchent juste à optimiser leur profit au quotidien? Monsieur devant. Oui. Monsieur et madame, et puis... Si on se place dans l'idée que on va avoir une super intelligence qui va sortir de l'IA, qui serait susceptible à terme de pouvoir le mieux possible gérer le gouvernement des hommes, est-ce qu'il est indispensable d'introduire la légitimation de la religion, puisqu'on pourrait partir de l'idée que la raison suffit, enfin, si on se met dans cette perspective. Donc on a quand même une espèce de besoin d'irrationalité qui est celui qui était associé à la royauté pendant très longtemps, qui se fondait là-dessus. Et ce qui est curieux, c'est que au moment où on est en train de se demander si effectivement on va arriver à la super-intelligence qui, alors pour certains ça serait idéal, pour d'autres ça serait la catastrophe, mais au moment où on arrive à se poser ce type de questions, on revient vers les anciens schémas et vers les anciens besoins de légitimation, ce qui paraît quand même assez étrange. Merci. Et madame. Oui, vous avez parlé de la venue de Peter Thiel en France, mais est-ce que vous pourriez parler un peu plus de la manière dont ces dynamiques impactent la France également? Et j'avais une question sur... vous n'avez pas employé le terme de fascisme pour définir ou qualifier ces idéologies, un terme qui est aujourd'hui très présent dans le débat public. Donc là aussi, quel est votre point de vue là-dessus? Merci. Arnaud, peut-être on peut commencer par vous et ensuite on ira vers Michaela. Je vais essayer de remonter les questions parce que... Ouais, une réponse globale, je pense, ça peut être de façon synthétique. Ouais. Oui. Sur la question du fascisme, alors je pense que moi je viens de l'histoire des idées politiques, donc j'ai pas une utilisation très extensive du mot fascisme. Disons, je le confine plutôt à son sens historique. Donc, par exemple, je qualifierais pas toutes les extrêmes droites de fascistes. À mon sens, l'un des éléments caractéristiques qui manquent dans la plupart des extrêmes droites pour les qualifier de fascistes, c'est le projet anthropologique de transformation de l'humanité. En revanche, en effet, certains idéologues, et en particulier les néo-réactionnaires, sont, à mes yeux, clairement fascistes, puisqu'ils réunissent les caractéristiques de l'extrême droite, et en plus ce caractère de transformation, du projet anthropologique de transformation de l'humanité. Juste un exemple, Nick Land, par exemple, forge le concept d'hyper-racisme pour critiquer les suprémacistes blancs en disant que finalement la véritable inégalité à venir, c'est l'inégalité entre les surhommes augmentés et le reste de l'humanité. Donc il y a l'idée vraiment de produire une humanité nouvelle à partir d'une révolution politique qui sera soutenue par la technologie, et ça, il y a véritablement un projet fasciste. Et sur la promotion, hyper-racisme étant entendu comme un sens positif. Positif, oui. C'est pas évident, mais en effet, c'est ça. Et c'est aussi la différence, je précise, qui était assez caractéristique des mouvements de masse d'extrême droite dans les années 20-30, c'est-à-dire à la fois une composante populiste et une composante élitiste, c'est clair, dans le nazisme par exemple, et justement la perspective de dépassement de l'humanité, de création d'une espèce d'élite surhumaine était déjà présente dans le fascisme, notamment dans ses pendant élitaires, en particulier dans la SS. Les cadres de la SS fantasmaient cette espèce d'invention d'une humanité nouvelle avec la technologie de l'époque qui était l'eugénisme. Et aujourd'hui, il y a vraiment la réplication de cet élément dans ces constellations idéologiques. Et il y a un autre élément aussi de fascisme qui est assez intéressant à noter, c'est notamment chez Curtis Yarvin, qui est très inquiet en fait qui a à la fois été très enthousiaste lors de l'arrivée au pouvoir, la seconde arrivée au pouvoir de Trump,
puisqu'il s'est dit que c'était l'occasion d'effectuer un changement de régime, mais qui s'inquiète constamment de la possibilité du backlash, du contrebalancier, et donc du retour des démocrates en force si Trump ne va pas assez loin. Et alors qu'il était assez critique du fascisme historique dans ses textes, notamment parce qu'il reprenait la rhétorique classique de l'extrême droite de dire que le fascisme, en fait, c'était un parti de gauche parce que c'était étatiste, etc. Et donc, dans sa tradition libertarienne, il ne pouvait pas être fasciste. Il a eu une conversion accélérée au projet fasciste du fait qu'il se dit qu'en fait, il faut une véritable révolution organisée pour accélérer le changement de régime et effectuer un coup d'État. Et donc, ça c'est quand même important de le noter. Il a mentionné, alors évidemment, hein, ça ne veut pas dire qu'il influence Trump sur cette question, hein, je précise que c'est vraiment juste cet idéologue qui propose ça, mais la création d'un parti qui aurait vocation à remplacer l'État, et ce serait un parti qui serait mobilisateur en se fondant sur une forme d'application, une forme de... Littéralement, il n'utilise pas le terme, mais c'est ça, une forme de Pokémon Go de la politique, c'est-à-dire une application qui attribuerait des récompenses virtuelles à des actions accomplies en vrai. Donc, je prends l'exemple d'un bulletin de vote pris en photo dans un isoloir pour avoir des récompenses et qui ferait monter en grade dans un parti virtuel et qui aurait vocation à massifier les actions politiques. Bref, une perspective clairement fasciste dans la conquête du pouvoir. Donc à la fois dans le projet anthropologique, dans la mécanique de prise de pouvoir, il y a totalement ça chez ces idéologues. Il y a des éléments fascisants dans le trumpisme de gouvernement, mais je pense qu'il y a des risques à faire glisser les catégories, mais ça c'est l'historien des idées politiques qui parle. J'essaie de remonter maintenant les questions sur la dimension des patrons hors tech de droite. Alors ça c'est très varié, hein. Là c'est une question très large. Je pense qu'un point très important à saisir, c'est qu'il y a une forme de prétention de la tech à, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est Arnaud Aurin qui l'analyse très bien, à créer des sortes de silos qui contrôlent chaque étape de la production. Et donc l'enjeu avec ça, c'est d'indexer, de soumettre en quelque sorte les autres formes d'industrie à la tech. Et en particulier, là, le véritable mouvement depuis quelques mois, années, c'est la question de l'extractivisme et de l'énergie. Et notamment le tournant vers le Texas vient de ça. Et donc finalement, l'industrie, les autres formes d'industrie ont vocation, dans la perspective tech, à être indexées, ramenées vers le projet de la droite tech. Donc, difficile à dire, mais en tout cas, du point de vue de la tech, l'idée, c'est de forcer ces capitaines d'industrie à rejoindre le projet. Il y a une question sur Peter Thiel à l'Académie, où est la circulation transnationale, et je finirai là-dessus parce que je ne vais pas être trop long. Je pense qu'il y a un vrai, et ça c'est un point intéressant, et moi je vois, mon livre, je l'ai essayé de l'écrire dans la perspective de forcer aussi les droites européennes à se positionner par rapport à ce renouveau idéologique du Trumpisme. Pour moi, il y a une véritable scission, en tout cas un défi qui s'offre aux droites européennes et qu'on voit déjà se matérialiser entre la veine populiste qui caractérisait les mouvements des années 2010 et l'extrême droite des années 2010, dans lequel le Rassemblement national est complètement ancré, dans une grammaire qui fondamentalement se voit comme compatible avec la démocratie, avec une stratégie de la part du RN qui est à l'antithèse du Trumpisme actuel, c'est-à-dire une forme de stratégie de normalisation à l'égard de la démocratie, alors que le Trumpisme va dans le sens d'une radicalisation à beaucoup d'égards antidémocrate. Donc, et d'autre part, une extrême droite qui serait beaucoup plus tentée par l'illibéralisme de l'efficacité technologique et de la technocratie inspirée du nouveau Trumpisme. Bon, pour le dire plus clairement, il y a le RN qui reste populiste et qui est en conflit à beaucoup d'égards avec les élites trumpistes. On a vu Bardella être en conflit avec Bannon. Marine Le Pen n'a pas été invitée à l'investiture de Trump. Et d'un autre côté, une extrême droite qui pour l'instant est minoritaire du point de vue partisan, mais qui emprunte à la grammaire idéologique du Trumpisme, et notamment la droite zémourienne, on dirait en France, qui a beaucoup plus investi cette grammaire idéologique, mais qui reste mineure du point de vue partisan. Et juste un point, le grand défi de ces extrêmes droites, c'est d'arriver à faire cette espèce de mélange dont Trump est le leader, c'est-à-dire utiliser la machine électorale populiste pour lui greffer une idéologie qui a une perspective, une orientation politique claire. Pour l'instant, il n'y a pas d'union des droites de la sorte, donc on ne peut pas avoir une réplication du Trumpisme. Oui.
Et il n'y a pas ce rapport à la tech non plus dans les extrêmes droites européennes, et certainement pas en France. Ce qui explique peut-être la faiblesse de ces partis. Exactement, c'est très bien, vous l'avez rappelé. Donc, c'était justement sur cela que j'aurais voulu rebondir, parce que la configuration européenne est différente. On n'est pas dans la tech qui dirige le monde. Donc, c'est déjà finalement le leitmotiv de notre rencontre d'aujourd'hui. On n'a pas les GAFAM ici. Voilà. Et ce qui change effectivement la donne. Et puis, je veux, surtout sur la dernière question, parce que mon excellent collègue a été très complet, donc je partage beaucoup ces analyses. À propos de cette IA super, cette super IA qui est super intelligence artificielle et la religion, le problème c'est que la technologie ne sera jamais neutre du point de vue symbolique et culturel. Jamais. Donc, on va toujours avoir des références, elle va toujours véhiculer des références qui seront des références de l'ordre du sacré, entre autres. Donc, sacré, c'est-à-dire, je peux dire simplement religion désinstitutionnalisée. Donc, ça peut prendre toutes les formes possibles, apocalyptiques, messianiques, ce que vous souhaitez, vous pouvez tout mettre dedans. Deuxième chose, il y a l'aspect économique qui a été évoqué, et financier, et ces enjeux qui font qu'aujourd'hui, je vais vous donner une réponse très pragmatique. Peut-être ça va nous aider à nous projeter tous. Actuellement, ce monde de la tech qui produit des stories de légitimation, des récits de légitimation, est beaucoup préoccupé, et je parle du point de vue de mon domaine, pour le recrutement des spécialistes de communication de très haut niveau, pour produire ces métaphores derrière, pour légitimer une IA plus responsable et plus éthique. Donc la question morale se pose. Si avant la religion était le dépositaire de la moralité, les institutions religieuses pareil, ensuite les institutions laïques qui ont pris le relais et qui ne sont plus les dépositaires de la morale, actuellement on essaye de recruter des spécialistes de la com, des communicants de haut niveau, des stratèges, on les appelle stratèges, qui doivent construire des récits de légitimation morale pour une IA plus éthique. Donc on sera toujours sur cette symbolique qui va nous rappeler les éléments du religieux et du sacré. Merci beaucoup, professeur Tudor. Merci Arnaud Miranda. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir. Et on peut continuer la conversation ici et autour de la signature du livre d'Arnaud. Merci beaucoup.